Welcome back, ladies and gentlemen. It's a slightly shorter coffee break, but we had interesting discussions before the break, so it is worth taking a few minutes of the coffee break to continue and not close in the middle of an exchange. You will have lunch break very shortly anyway. There's only one session between now. Bien, alors nous allons reprendre. Il y a encore une session entre maintenant et la pause déjeuner, donc vous pourrez poursuivre vos conversations pendant le déjeuner. Alors, je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui sont restées à l'extérieur de cette salle, mais qu'on va bientôt réintégrer, je crois. Une des principales difficultés avec les élections européennes, c'est de dissocier entre les élections européennes et les campagnes afférentes et les questions nationales. Et ça s'applique à tous les États membres. Nous allons donc discuter de cette difficulté, de ce défi avec nos panélistes et voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour renforcer la dimension européenne des élections. Et pour cette session, nous avons Gabriel Bischoff, député au Parlement européen, Martin Vink, président du département d'études sur la citoyenneté à l'Institut universitaire européen, et Asia Kavrakova, directrice exécutive du service d'action des citoyens européens, l'ECAS. C'est Enrico Forti, directeur pour les relations avec les autres institutions, secrétaire général de la Commission européenne, qui va modérer cette session. Oui, merci beaucoup. Bienvenue à cette 8e session. Nous, bien sûr, allons profiter de l'expertise de nos éminents panélistes. Alors, je dirais quelques mots d'introduction, en guise d'introduction. Au secrétariat général de la Commission européenne, nous sommes très impliqués dans tout le travail visant à européaniser les élections, les rendre plus démocratiques, plus participatives. Comment permettre aux citoyens européens de faire des choix bien éclairés. Alors, quand on parle de dimension européenne des élections au Parlement européen, que l'on veut renforcer, fait partie de tout cela. Ça donne déjà matière à réflexion. Effectivement, comment renforcer la participation, comment renforcer les informations sur les thèmes qui sont sujets aux élections. Nous encourageons les membres de ce panel à nous en dire plus à ce niveau, à éclairer notre lanterne, voir ce qu'on peut faire de mieux, plus au niveau européen. Bien sûr, il y a certains principes que nous appliquons dans les institutions européennes, à tout le moins, pour renforcer la promotion des valeurs démocratiques en période électorale, pour rapprocher les citoyens des décideurs et comment connecter la dimension nationale aux élections de niveau européen. Il y a plusieurs outils, des outils politiques que l'on peut utiliser pour ce faire. Il y a des recommandations. Par exemple, il y a le paquet des recommandations de 2018 ou 2021, le paquet démocratique. Il y a des règlements. Il y a le règlement qui s'applique aux partis politiques, mais il est un peu bloqué pour l'instant. On pourrait en discuter, mais c'est un règlement qui permet de mieux équiper les partis politiques lors de leur campagne. Il y a également une réglementation, un règlement concernant la publicité à caractère politique. On espère que ça donnera de bons résultats. Et nous entendrons d'ailleurs les citoyens à cet égard plus tard. Puis ensuite, il y a tout le travail de plaidoyer qui nous appartient à nous, à tous, à vous, dans le monde électoral. Donc, comment sensibiliser plus à l'importance des élections européennes, qui ne sont pas pour nous une option, mais c'est une obligation pour les citoyens européens.
Voilà, j'en resterai là pour l'instant et je vais donner la parole à Madame Bischoff pour commencer. Avec laquelle nous collaborons beaucoup au sein de la commission ACMO. On a participé au dernier trilogue, vous avez été impliqué dans les règles de procédure et l'article 48, règlement du traité concernant la modification des traités. Et vous êtes également un des acteurs clés en tant que vice-président du comité AFCO. Voilà. Comment est-ce que vous voyez ça avec les yeux du Parlement européen? Et que faites-vous pour faire des élections européennes une réalité? Merci beaucoup et merci de l'invitation. Et merci de me donner l'occasion de participer à des échanges avec vous en tant qu'experts nationaux en la matière. Et je crois qu'on devrait effectivement avoir encore plus d'échanges à ce niveau. Mais je vais commencer par un message positif. Prenons le baromètre européen du printemps dernier et on aura remarqué que l'intérêt dans les élections européennes un an avant les élections était beaucoup plus important qu'en 2018. Donc 2018 étant l'année des dernières élections européennes. Et quand on demande aux citoyens s'ils savent ce que fait le Parlement européen, ils vont répondre oui, j'en ai entendu parler. En tout cas, plus de 60% disent oui. Oui, on sait ce que c'est. Et à ce moment-là, vous pouvez voir le verre de manière à moitié vide ou à moitié plein. 60%, c'est pas mal, mais ça signifie aussi que 40% sont ignorants du Parlement européen, ne savent pas ce qui s'y passe. Alors, je ne sais pas très bien depuis quand on travaille sur la question de l'européanisation des élections, pour les rendre encore plus européennes. Je crois que ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille là-dessus. Et au cours de ce mandat, en tout cas, le Parlement européen a fait pas mal de propositions. Vous en avez déjà mentionné quelques-unes. Mais une chose essentielle, c'est que les députés parlementaires européens sont directement élus. Donc, ils communiquent directement avec leur électorat. Ils sont proches de leur électorat. Ça aussi, c'est une base importante. Grâce à des échanges réguliers avec différentes parties prenantes, différents acteurs, des entreprises, les écoles, les ONG. Donc, ils parlent à toutes ces entités du travail qu'ils font au Parlement européen, de l'impact que ça a sur l'emploi, sur les conditions de vie, sur la compétitivité et autres questions. Et ils permettent également d'identifier ce qui est commun entre le niveau européen et le niveau national. Ils peuvent expliquer l'impact d'un règlement sur la vie des citoyens, dans leur vie de tous les jours, sur le terrain. Et pour cette période électorale, on a identifié plusieurs points autour desquels on communique. Mais très souvent, c'est qu'il n'y a pas de lien direct avec la sphère publique européenne. Et on essaye de créer des ponts avec des médias européens, pas uniquement des médias sociaux, mais des médias européens, mais qui sont encore malheureusement trop limités à la bulle européenne. Il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui s'intéressent à la vie politique européenne, qui ont accès à ces médias, qui connaissent ces médias. Pourtant, on sait à quel point ces outils sont très importants. Cette année, on a eu la conférence sur l'avenir de l'Europe avec une participation directe des citoyens. Beaucoup d'initiatives ont été prises par la Commission pour faire participer les citoyens, pour impliquer les citoyens avant de proposer des législations. Il y a également des initiatives au niveau national afin d'impliquer les citoyens.
Pour ce qui est de la proposition de législation sur les élections, il est prévu, par exemple, de consacrer le 9 mai comme journée fériée, jour férié pour tout le monde, avec le même jour de vote pour tout le monde. Mais il y a d'autres initiatives ou propositions importantes. Par exemple, avoir un nombre de listes réservées pour les candidats nationaux, les Spitzenkandidaten. Et ces listes transnationales ajouteraient à la dimension européenne, avec un impact sur les députés parlementaires élus au niveau européen. Si on prend le Conseil, ils ont pris pas mal de temps pour réagir. Je suis diplomate, mais c'est important de discuter et de voir comment aller de l'avant. Et dernière chose que je voudrais souligner qui concerne la question des partis politiques européens. Ce qui manque encore, c'est un espace public européen, une sphère publique européenne. Mais les partis politiques européens devraient jouer un rôle justement plus important pour européaniser cela. Il faut qu'ils soient plus visibles. Et c'est pour ça aussi que je participe au trilogue sur le financement européen des partis politiques européens. Parce que je pense qu'il faut rendre effectivement les partis politiques européens plus visibles et avoir également peut-être des campagnes nationales sur les élections européennes. Et au cours de ce mandat, pour avoir une législation qui donne un signe clair, des signes clairs aux citoyens. Et je terminerai par un commentaire. Quand vous analysez le baromètre, vous voyez qu'il y a plus d'intérêt. Mais on voit également que le rôle des ONG au niveau national sont plus prêtes qu'avant à sensibiliser autour des élections européennes et à le faire au niveau national, notamment parmi les jeunes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a proposé avec la législation électorale européenne. Donc, de commencer le plus tôt possible, le plus en amont possible dans les différents États membres, faire participer les jeunes pour qu'ils puissent effectivement voter à partir de l'âge de 16 ans. Ça permettra effectivement de faire participer, d'impliquer plus de jeunes dans la période préélectorale. Ainsi, donc voilà, déjà quelques outils, des outils permettant de plus européaniser les élections européennes et de ne pas limiter les élections à des thèmes nationaux ou de se dire de prendre ça à la légère, en se disant que ce ne sont pas des élections très importantes où il ne faut pas finalement investir autant de ressources qu'on le ferait au niveau national. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bishop. Très intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à intervenir sur différentes choses et plus particulièrement sur la responsabilité des États membres. Monsieur doit parler dans le micro, sans quoi l'interprète n'entend pas. Je cède maintenant la parole au professeur Martin Wick, qui est coordinateur de l'Observatoire citoyen des électeurs, parce qu'il y a une catégorie d'électeurs dont la détresse augmente, qui ont été un peu négligés par le passé. C'est une réalité parce que nous sommes plus globales, les citoyens passent d'un pays à l'autre. Donc, comment faire du vote des citoyens mobiles une réalité? Merci beaucoup, Enrico. C'est un plaisir d'être ici et de discuter de ce sujet important avec vous. En tant qu'universitaire, je vais commencer non pas avec le verre à moitié plein, mais à moitié vide. Quand on parle des citoyens européens mobiles, je pense qu'il y a des défis importants. Alors, je vais vous promettre que je passerai ensuite à une note un petit peu plus optimiste. Alors, tout d'abord,
L'Observatoire citoyen de la citoyenneté, nous avons donc étudié la réglementation mondiale de l'acquisition et de la perte de la citoyenneté, également la migration, les droits électoraux des migrants. Et donc on s'est penché sur les citoyens européens mobiles et comment ils participent. Alors évidemment, ici on est tous impliqués, donc il y a des éléments procéduriers qui sont impliqués, j'y reviendrai. 3 choses. Quel est le problème et pourquoi c'est important? Deuxièmement, quels sont les obstacles? Troisièmement, quelle sera la piste d'avenir? Ce sera donc la note optimiste que je vous ai promise. Alors, quel est le problème? De combien de personnes parle-t-on? Est-ce que c'est donc 11 millions de personnes, 3% de l'électorat européen? Alors 3%, c'est peut-être pas des masses, mais 11 millions, c'est pas mal. Quand on compare la participation des citoyens mobiles aux citoyens non mobiles, on peut se rendre compte que les citoyens mobiles participent bien moins que les non mobiles. Alors, la participation n'est déjà pas élevée pour ceux qui ne sont pas mobiles. Il y a des restrictions de données, mais on sait que c'est environ 25 personnes. Donc, il y a 25% des citoyens mobiles qui votent pour les élections européennes. Alors, ils peuvent le faire soit dans leur état de résidence, dans leur état de citoyenneté, de leur nationalité. C'est une question de temps. Plus longtemps que quelqu'un dans un autre pays européen, plus il vous risque de participer aux élections dans ce pays. C'est important, évidemment, parce que quand on parle de citoyens européens mobiles, il s'agit finalement des pionniers de l'intégration européenne. Ils sont affectés par les réglementations sur la liberté de mouvement et quand ces gens sont directement impliqués, affectés par ce genre de choses, c'est pourtant ceux qui soutiennent le plus le processus européen qui, finalement, participent le moins. Donc ceux qui sont le plus impactés, qui participent le moins. Deuxièmement, les principaux obstacles. Quel est le diagnostic? Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas? Et je pense que là, il faut parler de questions pratiques. Alors évidemment, il y a une question structurelle dont on a déjà parlé. Le deuxième ordre, la dimension des élections du Parlement européen, c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre facilement ici, donc je ne vais pas y revenir. Mais j'ai plutôt parlé des éléments pratiques. Il y a beaucoup de choses pratiques et dans toutes les études que l'on a vues, eh bien, on voit que les réglementations selon lesquelles les gens peuvent participer à ces élections varient énormément d'un pays membre à l'autre. C'est assez complexe, on l'a déjà dit. Les gens peuvent voter pour l'état de nationalité ou l'état de résidence et donc il peut y avoir des obstacles sur ces deux côtés. Certains rapports que nous avons vus aussi qu'il y a des restrictions d'éligibilité. Quand pouvez-vous voter dans votre pays de résidence? Ça varie dans certains États membres. Vous devez avoir au moins 50 jours de résidence pour pouvoir voter. Dans d'autres pays, vous devez avoir une résidence de 6 mois pour pouvoir voter. Donc là, on voit que l'éventail est large. Également, les restrictions d'inscription. C'est probablement le point le plus important par rapport aux informations. Donc, pour un citoyen européen qui vit dans un État membre et qui veut voter dans cet État membre, eh bien, il n'est pas forcément inscrit dans le registre électoral. Et évidemment, c'est une raison importante parce que nous voulons que les gens votent, mais pas qu'ils votent double. Donc, c'est normal qu'ils ne soient pas automatiquement inscrits. Mais donc, ils doivent avoir un formulaire Y32 qui doit être rempli. C'est évidemment parfois un petit défi et ça fait la refonte de la directive où j'y reviendrai dans quelques instants. La Commission, le Parlement ont précisé les choses à ce niveau-là et ont pu suggérer qu'il y ait une inscription immédiate, pas automatique, mais immédiate. Donc, quand vous vous enregistrez dans le pays de résidence, eh bien, à ce moment-là, il y aura une clarification immédiate de la procédure selon laquelle vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale. Et donc, je pense qu'il faut également
considérer d'autres obstacles que l'on peut voir, différentes recherches. On sait que les gens peuvent être plus ou moins intéressés à voter, mais ils peuvent être incités grâce aux informations et puis également peut-être un petit rappel 2-3 ans après l'inscription à la commune. Voilà, les gens peuvent recevoir un rappel. Si vous voulez participer aux élections, voici comment faire. Alors, ce n'est pas simplement l'état de résidence, mais également l'état de nationalité, parce que la plupart des gens votent selon leur nationalité. Et donc, on voit qu'il y a quand même également beaucoup de variations là aussi, particulièrement en ce qui concerne les modalités de vote, donc notamment le vote à distance. 2 États membres ne garantissent pas le vote depuis l'étranger. Dans certains États membres, vous ne pouvez pas voter si vous résidez dans un autre État membre. Donc il y a vraiment des différences majeures. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce diagnostic est assez précis finalement. On sait très bien quels sont les obstacles pratiques. Et la Commission a déjà proposé une refonte, on en a parlé au Parlement, elle a été discutée au Parlement. Et d'après ce qu'on a compris de la présidence espagnole, ça sera mis à l'ordre du jour. Alors, bien sûr, ça ne sera probablement pas en route pour les prochaines élections européennes. C'est une opportunité manquée, une occasion manquée. Pourtant, il y a encore du temps pour prendre différentes mesures entre maintenant et le mois de mai prochain. Et donc, on peut voir quelles peuvent être les mesures dans les différents États membres et on doit s'assurer que les citoyens européens mobiles puissent participer tant dans leur pays de résidence que dans leur pays de nationalité. Ceci, pour conclure, nous aurons une session spécifique sur les groupes vulnérables, mais c'est très important de permettre l'accès et la sortie sur la liste électorale et explorer toutes les options. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont sur la table. Donc il y a des obstacles pratiques réels, mais il y a également des recettes bien connues pour les surmonter. Et toute la question est de savoir quand et comment on va les mettre en œuvre. Merci beaucoup, Martine. Effectivement, il s'agit de questions particulièrement importantes. Commentaire de ma part, donc même si la réglementation n'est pas encore en place, ça donne en tout cas un signal si c'est approuvé avant, parce que ça permet également aux acteurs d'anticiper. Alors, nous allons maintenant à Asia Karakova, qui travaille à l'action au service, qui travaille au service d'action des citoyens européens. Et elle va nous parler donc du rôle de la société civile au niveau des élections, qui était évidemment un point très important. Eh bien, merci beaucoup. Je dois vous dire que nous sommes beaucoup plus anciens que le service d'action extérieure. Nous existons depuis plus de 30 ans déjà. Et donc, notre mission est de permettre aux citoyens d'exercer leurs droits, particulièrement les citoyens européens. Et donc, effectivement, ce qui va arriver pour nous l'année prochaine est particulièrement important. Alors, je vais vous donner donc 3 exemples de ce que l'on fait. Nous avons plus de 150 membres en Europe et à l'étranger. Alors évidemment, le point le plus important, c'est la sensibilisation, la conscientisation. Encore aujourd'hui, les gens n'aiment pas être l'objet de campagnes de sensibilisation. Ils aiment y participer, ils aiment être engagés, ils aiment s'informer eux-mêmes de façon interactive. Dès lors, ce que l'on fait actuellement, et aucune initiative n'a encore été conclue, donc je vais vous montrer quelques résultats préliminaires jusque-là. Il y a 2 exercices de crowdsourcing.
Nous faisons actuellement 2 processus de crowdsourcing avec les citoyens européens à l'heure actuelle. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle la dystopie européenne. Donc, on demande aux Européens quel est leur pire cauchemar par rapport aux résultats des élections européennes. Qu'est-ce qui pourrait aller tellement mal qu'on ne voudrait pas avoir à ouvrir les yeux après les élections. Donc, en fait, on leur demande quelles sont leurs peurs. Et puis, on demande, deuxième étape, et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce cauchemar? Et enfin, on demande à chaque citoyen de s'engager. S'engager à quoi? S'engager à dire ce qu'il peut faire et à faire ce qu'il peut faire pour nous assurer qu'après les élections, nous ayons une meilleure Europe. Donc, il y a ce processus de crowdsourcing. Et ceci a trait également notre prix de la citoyenneté. Alors évidemment, là, on demande aux citoyens ce qu'on peut faire tous ensemble pour promouvoir la participation aux élections européennes et plus particulièrement la participation des jeunes. Beaucoup d'États membres ont déjà baissé l'âge du vote. Donc nous allons avoir 270 000 adolescents qui vont aller aux isoloirs l'année prochaine. Donc nous devons les préparer et travailler avec eux pour être certains qu'ils comprennent ce dont il s'agit. Et c'est également la raison pour laquelle je voulais poser une question, mais il n'y avait pas le temps. Évidemment, ce n'est pas ma place, c'est à d'autres de poser une question. Mais en fait, nous avons une grande expérience par rapport aux campagnes de désinformation menées par des coalitions de société civile, notamment en Europe centrale et orientale. À l'heure où l'on parle, nous avons 2 en cours en République tchèque, également en Pologne. L'année passée, on a fait Bulgarie, Slovénie et Hongrie. Et 2 se sont concentrés sur éclaircir des informations avant les élections. L'année passée en Slovénie, cette année-ci en Pologne. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et je dis bien essayer, parce que c'est un processus d'apprentissage sur le tas qui ne finit jamais. En fait, on voudrait avoir finalement un modèle sur la base de cette expérience dans les 5 pays afin de concevoir une campagne internationale avant les élections européennes l'année prochaine pour démystifier tout cela. Je comprends à quel point la vérification des faits est importante, mais il y a beaucoup d'Européens qui s'en fichent des faits et qui disent « Bon, je sais tout ce que vous me racontez, mais je ne suis pas d'accord quand même ». Donc les faits sont les faits, mais les émotions en politique sont très importantes pour les 2 côtés, à la fois pour les politiques, mais également pour les électeurs. Et donc, si vous m'accordez une minute de plus, je voudrais partager quelques-unes des conclusions de l'exercice de crowdsourcing. Donc, en fait, ici, les peurs des gens sont les suivantes. Ceci, en fait, a trait à l'extrême droite, le fait que les gens n'aillent pas voter, qu'il y ait plus de violations de liberté, que la xénophobie augmente et qu'il y ait un écroulement de l'environnement. Ceci montre qu'est-ce qui peut mener à cela? Eh bien, les gens peuvent être négligents en matière d'information, d'auto-information, ou ne pas s'engager dans des débats ni sensibiliser les autres. Donc à cette heure, et encore une fois c'est un exercice en cours, mais la prescription est de donner aux gens le sentiment qu'ils sont véritablement européens, simplifier les messages et lier-les à l'agenda local et aux peurs des gens, aux espoirs des gens également. Et ici est toute la question, comment allons-nous lier la dimension européenne si les gens veulent reconnaître les problèmes là où ils sont, cibler la jeunesse, vraiment, par les écoles aussi et par les institutions pédagogiques, fournir des modèles, des hommes et femmes politiques dignes de confiance, cibler les structures locales et exprimez-vous sur les votes. Donc cette liste ne vient pas de moi, mais des gens que nous avons interviewés.
Eh bien, j'ai vu que vous avez pris beaucoup de notes. Est-ce que vous voulez réagir sur cette intervention? Nous avons quelques autres interventions également de la part du public. Vous voulez peut-être laisser d'abord la parole au public? D'accord. Donc, il y avait une intervention de l'Allemagne qui est prévue. Je ne sais pas si le représentant allemand est là. The chance to share some thoughts from. Alors, la tâche m'a été confiée de partager les réflexions de l'Allemagne. Je vais parler allemand d'ailleurs. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, hier et aujourd'hui, nous avons déjà eu quelques échanges sur la question de savoir comment nous pouvons motiver les citoyens européens et les faire participer à ce grand projet qu'est l'Europe et l'Union européenne. Alors, comment s'assurer que la compréhension des citoyens pour l'importance des élections européennes peut être mise en lumière et améliorée. Les élections européennes non seulement souffrent de différents problèmes liés à une participation très différenciée. Si on regarde 2019, en plus de détails, effectivement, il y avait une meilleure participation que par le passé, on le reconnaît, mais il y a 4 États membres où nous avons une participation de moins de 33%, dans 15 États membres, moins de 50%, et seulement 6 États membres, dont certains ont le vote obligatoire, ont atteint plus de 60% d'électeurs qui exprimaient leur voix. Sachant cela, que peut-on faire pour changer la donne? Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette faible participation. Il y a également un membre de connaissance, de sensibilisation des pouvoirs politiques et des compétences et possibilités de l'Union européenne. Et il y a également un manque de connaissances par les électeurs. Et donc les médias n'expliquent pas forcément les décisions au niveau européen et ceci et n'expliquent pas que les politiques européennes peuvent avoir un impact au niveau local également. Dans le cadre du pacte vert et les discussions nationales sur le climat et sur l'énergie, par exemple. Également, beaucoup de citoyens demandent des décisions nationales qui ne peuvent pas être prises sans que le niveau européen ne soit saisi. Par exemple, les règles migratoires. Ceci à titre d'exemple. Donc, nous devons véritablement donner des informations et sensibiliser le public dans les écoles, les universités, sur les portails gouvernementaux, dans des campagnes d'information publique par les États eux-mêmes. On parle beaucoup des médias aujourd'hui et c'est juste, nous devons voir tous les canaux utilisés pour atteindre l'objectif. En Allemagne, nous avons différentes institutions qui s'occupe de l'information et des campagnes de sensibilisation. Maintenant, pour les élections de l'année prochaine, je voudrais vous donner quelques domaines d'action clés. Nous avons une journée du projet européen dans les écoles allemandes pour leur expliquer ce qu'est l'Europe et ce que font les institutions européennes. Il y a également une campagne destinée aux jeunes et ils sont invités à Berlin pour réfléchir ensemble à ce qu'ils peuvent faire. Il y a également un dialogue citoyen en ligne et hors ligne au niveau local, ceci afin d'améliorer la compréhension des citoyens de ce qu'est l'Europe et de ce que ça signifie pour eux. Ensuite, le système de partis politiques en Europe n'est pas bien connu par bon nombre de personnes. Il y a les partis nationaux, mais ils ne font pas la corrélation avec la sphère européenne. Les membres des parlements européens, et j'espère que vous allez faire preuve d'indulgence envers moi, ne sont pas sont aussi visibles comme
politique au niveau national. Les sujets européens ne sont pas toujours très pertinents dans la discussion publique. Donc nous avons besoin de plus de connaissances de compréhension de la part des citoyens. Il s'agit d'une tâche qui doit être épaulée par les forces politiques. Les gouvernements nationaux et les institutions européennes ne peuvent que motiver, encourager, appeler, contribuer à renforcer finalement les partis politiques européens. Nous avons donc besoin d'une réforme rapide du statut des partis politiques européens. Nous avons également besoin de bonnes informations pour les citoyens et nous avons besoin qu'ils puissent exercer leur vote au niveau européen. C'est un projet important. Alors, au Conseil, l'Allemagne sera un participant actif et finalement, il y a une demande d'être rapide et nous avons des élections directes qui reflètent l'importance du Parlement européen. Et donc l'Allemagne est contente de la proposition du mai de l'année passée qui améliore l'intégration. Nous devons moderniser le système de suffrage direct. Nous avons besoin également d'une meilleure harmonisation. Le gouvernement fédéral allemand applique les droits des électeurs avec des listes transnationales et avec le terme de Spitzenkandidaten. Et donc, il s'agit en fait d'améliorer la démocratie tout au long du processus électoral pour les élections européennes. Le transnationalisme prend évidemment un caractère supranational comme c'est le cas pour ces élections. Et ces Spitzenkandidaten permettent aux citoyens de comprendre ce que fait le Parlement européen et comment ils peuvent finalement modeler le processus de prise de décision dans la Commission européenne. Alors, je le sais, il y a également des voix critiques qui s'élèvent, j'en suis bien consciente. Nous devons effectivement peaufiner pas mal de détails. Mais si nous sommes sérieux dans notre souhait de nous assurer que les citoyens se rapprochent des élections européennes, alors nous ne devons pas avoir peur de ces problèmes et nous devons y trouver une solution. Merci d'avoir organisé cette réunion. Merci également pour cette fantastique occasion d'avoir un échange entre nous. Merci. Challenging statement about. Merci pour cette déclaration très importante qui souligne le rôle également des partis politiques européens. C'est un point très important qui reviendra dans la discussion par la suite. Nous avons également une intervention de Malte qui est prévue. Je voudrais donc inviter le ou la représentante de Malte, le représentant, sur scène. Merci. First of all, I wish to thank the organization of the Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement à haut niveau de m'avoir donné la possibilité d'échanger les vues de l'un des plus petits États membres de l'Union européenne, si pas le plus petit. Lors de mon intervention, je vais tout d'abord m'arrêter sur ce qu'un État membre peut gagner des élections européennes et je vais vous donner la perspective maltaise. Ensuite, je vais essayer de cartographier les niveaux de participation à ces élections pour mon pays. Et puis, je vais essayer de voir également ce que l'on peut faire en tant qu'État membre pour améliorer le processus des élections européennes et quelle est notre obligation en tant qu'État membre dans ce domaine. Alors, les élections du Parlement européen donnent aux citoyens la possibilité de choisir qui va les représenter au Parlement européen et qui va défendre leurs intérêts au sein de l'Union européenne. Il s'agit du prémisse des élections du Parlement européen. Les 6 membres du pays, les 6 députés européens qui sont élus de Malte, comme les autres, contribuent à modeler
les politiques et législations européennes qui affectent Malte, mais aussi l'Union européenne dans son ensemble. Et donc, en fait, peut-être contrairement à ce que la personne avant moi a dit, nos aussi députés participent de façon active à Malte pour transmettre les vues, pour dire ce qui se passe et ce qui est discuté. Et je pense que c'est très important. Dans ce cadre, les citoyens maltais ont un enjeu dans l'avenir de l'Union européenne et les élections européennes font partie intégrante du paysage politique de l'île. Donc, nous partageons les valeurs de l'Union européenne et ceci permet également de développer le sentiment d'appartenance à la grande communauté européenne tout en préservant l'identité maltaise unique. Les élections européennes sont également particulièrement importantes pour adresser les questions transfrontalières, voire mondiales, comme le changement climatique, la migration, la sécurité, les questions numériques et d'autres questions de taille. La participation des citoyens aux élections du Parlement européen à Malte, depuis l'adhésion du pays en 2004, ont toujours été satisfaisantes. En fait, la participation des électeurs est passée de 82% et 77% en 2019. Ceci montre quand même qu'il y a déjà un léger déclin dans la participation aux élections. Et pour nous, à Malte, c'est un défi, bien sûr, et c'est un défi que nous devons relever parce que nous ne sommes pas habitués à un tel niveau de participation, sachant également que le vote à Malte n'est pas obligatoire. C'est d'autant plus pertinent quand on voit que les recherches universitaires montrent des niveaux d'engagement élevés à Malte parce qu'ils voient cela comme une extension des politiques nationales. En fait, bien conscient de l'importance de rapprocher les citoyens européens de la prise de décision européenne, la commission électorale maltaise permet d'informer régulièrement les candidats potentiels et les électeurs des événements. Les électeurs sont également informés de leurs droits et de leurs obligations, l'état de l'inscription, l'endroit, les lieux, les moyens de vote, ainsi que les différentes instructions également de toutes les informations de candidature, de l'information électorale. Quand une personne d'un autre État membre vient à Malte, s'inscrit comme résident maltais et lorsqu'il est approuvé, il est directement inscrit temporairement, évidemment. Et une fois que sa résidence est approuvée, eh bien, il est inclus directement dans la liste électorale. Alors, ceci se fait tout d'abord en tout cas, les informations que l'on donne se fait par des communiqués de presse réguliers, des brochures. Nous travaillons actuellement sur différentes vidéos, différents moyens de communication, différentes campagnes d'information qui nous mèneront jusqu'aux élections de 2024. Et la majorité des citoyens européens et maltais qui résident à Malte, tout cela est bien compris. Donc, les déclarations de presse sont transmises aussi par la commission électorale et par envoyées à tous les médias. Le but est vraiment de pouvoir atteindre le plus grand public possible. Il doit également être souligné qu'en vue des élections européennes à venir, la Valette va travailler avec l'Office de liaison pour assurer la plus grande participation à la démocratie en organisant différents événements dans différents médias et plateformes. Ensuite, il y a également des événements dans les écoles secondaires qui ciblent des adolescents et des jeunes adultes. Pourquoi est-il important de voter? Comment voter? Et donc, pourquoi il est important de voter lors des prochaines élections? Nous avons également des réunions régulières avec les adolescents qui sont menées dans le Parlement maltais. Il y a donc des sessions spéciales pour les adolescents
qui aborderont les questions qui les intéressent. Et il y aura également des députés qui seront avec eux et qui leur donneront finalement un aperçu de ce qu'est la vie politique. En outre, les électeurs à besoins spécifiques reçoivent un soutien complet dans le processus électoral et c'est très important. Si une personne atteinte de handicap veut utiliser un modèle Braille, c'est possible. Il y a donc tout un tas d'accompagnements de soutien possible. Nous avons également un amendement qui permet d'intégrer différents moyens techniques pour aider les personnes atteintes de handicap à exprimer leur voix. Au niveau plus général, ces personnes peuvent également avoir besoin de l'assistance d'un commissaire pour cocher les cases sur le papier. Et évidemment, ces commissaires sont tenus par le secret. Après un certain niveau de discrimination positive qui est donné donc aux électeurs atteints de handicap, la commission électorale facilite également les personnes plus âgées en leur donnant une priorité dans la file et en ayant donc des isoloirs spécifiques. For medical sick. Légalement possible également de présenter un certificat médical pour que les personnes avec un handicap puissent jouir de tous leurs droits. Donc cette commission maintenant existe. L'âge de vote, pardon, est ramené à 16 ans. Donc ces jeunes peuvent participer aux élections générales, aux élections locales et bien évidemment aux élections européennes également, tel que c'est indiqué dans la Constitution de Malte. Les jeunes à partir de 16 ans et qui n'ont pas encore 18 ans peuvent se présenter aux élections aux conseils municipaux. Et au Parlement, nous sommes en train de discuter d'un projet de loi qui permettrait aux jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans d'être désignés maires. Cette disposition encourage et facilite la participation et l'application de plus de jeunes dans les processus décisionnels au niveau local et au niveau européen. Et je pense que c'est là l'avenir. Les citoyens futurs de l'Union européenne sont les adolescents d'aujourd'hui. Et nous devons commencer à ce niveau, commencer déjà maintenant à les encourager à participer au processus politique, en leur expliquant à quel point c'est important. Voilà ce que nous faisons en tant qu'État membre afin de plus européaniser les élections. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez soulevé concernant l'accessibilité est essentielle. Effectivement, on parle d'un groupe d'électeurs à besoins spécifiques, à besoins spéciaux et qui représente une grande partie de la population. Voyons s'il y a des questions de la salle. Et ensuite, on rendra la parole aux membres du panel parce que beaucoup de questions ont été soulevées, beaucoup de réflexions sont en cours. Donc, y a-t-il des questions de la salle? Merci de lever la main si c'est le cas. Alors, une question très rapidement, parce qu'on m'a demandé d'être vraiment discipliné avec le temps. Oui, je viens de Lettonie et je voudrais intervenir sur l'échange des données entre pays. Nous devrions également pouvoir synchroniser ces échanges. Parce que tout ça est organisé de manière différente dans les pays. Et donc les échanges de données sur les électeurs. Alors quand on parle de la dimension européenne, de européaniser les programmes, européaniser la manière dont les candidats présentent leurs programmes, donc qu'il y ait une dimension européenne plutôt que nationale. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ça ne semble pas être le cas. Oui, dernière chance. Bien, je me tourne vers Madame Bischoff. Oui, merci beaucoup. Merci de vos questions. Merci d'en avoir donné des exemples. Effectivement, cibler des groupes particuliers est absolument
essentiels. Je crois que ça a été dit hier également dans les panels d'hier. Les jeunes, il y a certains États membres qui permettent à des candidats de 16 ans de se présenter aux élections. Et il y a dans des pays des jeunes entre 16 et 23 ans qui n'ont jamais voté. Et donc voilà, ça c'est vraiment une approche très positive. Ce changement est très positif. En plus, ces jeunes viendront avec des thèmes qui leur sont propres. C'est une excellente idée également avec la citoyenneté mobile. Se pose la question non seulement de voter aux élections européennes, mais on parle de citoyenneté européenne dans son ensemble. Par exemple, je suis également la rapporteure pour la coordination de la sécurité sociale en Europe et les droits sociaux liés à la citoyenneté européenne. Donc ce serait bien également d'articuler aussi ces débats et de montrer que la citoyenneté européenne s'accompagne de droits, de certaines opportunités et d'obligations également. Et ça pourrait également être un aspect intéressant. Il en va de même, parce que moi je viens d'un électorat de 3 500 000 personnes à Berlin et nous avons des organisations citoyennes très actives à Berlin qui représentent par exemple la communauté polonaise qui vit à Berlin, la communauté italienne, la communauté espagnole, très active au niveau culturel, très active au niveau politique également. Et les partis politiques doivent également se pencher sur la question de la double affiliation. Donc des gens qui sont membres d'un parti politique et puis ensuite qui vont vivre dans un autre pays de l'Union européenne. Mais il y a un groupe qui manque ici. Ce sont les personnes qui ne votent pas aux élections européennes. Il y a une étude qui a été menée par l'Université de Duisburg qui montre une comparaison entre les élections nationales, locales et européennes dans les grandes villes européennes. Et si on compare le taux de participation des régions riches par rapport aux quartiers pauvres d'une même ville, on voit que la différence peut aller jusqu'à 40%, il va y avoir un écart de 40% de participation. Quand je n'agis pas en tant que députée parlementaire, je suis la vice-présidente de l'organisation de la Federalist et on organise beaucoup de dialogues citoyens ensemble avec d'autres organisations et on se rend compte qu'il y a certains groupes de citoyens qu'on n'arrive pas à avoir, à inclure. Là, je crois qu'il faut aussi faire quelque chose. Il faut vraiment se préoccuper de cela. Surtout si on veut renforcer la démocratie. Parce que les gens ont l'impression que les élections européennes ne changent rien pour eux. Et donc, il faut prendre cela en compte et voir comment arriver aussi à parler à ces groupes de citoyens. Lors du dernier baromètre européen, il y a une question, quelles sont les valeurs que le Parlement européen devrait le plus défendre? Et la première valeur qui apparaît, c'est la démocratie. Beaucoup de personnes voient que la démocratie est mise à mal et sous pression, non seulement en Europe, mais dans beaucoup d'autres parties du monde. Merci, Madame Bischoff. Asia, voulez-vous rebondir? Notamment sur ce qui vient d'être dit par Madame Bischoff en fin de son intervention. Donc, il y a certains groupes qu'on n'arrive pas à atteindre, dont on n'arrive pas à se rapprocher. Oui, c'est un défi, c'est clair. Aussi parce qu'il y a des organisations également particulières qui s'occupent de groupes spécifiques, des organisations sans but lucratif. Donc tout ce monde du sans lucratif peuvent également être pris en compte et voir comment ensemble relever ce défi d'un point de vue civique. En ce qui concerne l'échange de données, on est bien conscient que c'est un défi aussi. Effectivement, on travaille également avec un groupe de citoyens mobiles
Et donc, on va en janvier prochain proposer une application qui recueillera des données sur les modalités électorales dans chaque État membre. Donc, ce sera disponible, librement accessible. Et donc, on prévoit également d'en faire la publicité auprès de notre électorat et également auprès d'organisations. Puis, j'ai un commentaire concernant cet événement en particulier. Alors, je sais que le réseau électoral comprend les autorités locales, mais je suis vraiment content que... c'est vraiment dommage que mes collègues du secteur non commercial ne peuvent pas participer, ne peuvent pas écouter ces débats, parce qu'en fin de compte, on est tous dans le même panier par rapport aux élections. Et donc, est-ce que ce sera aller trop loin que de suggérer que les associations sans but lucratif puissent devenir des membres affiliés ou qu'il puisse y avoir des moyens de se relier, d'échanger? Parce que, en fait, beaucoup de choses font pas mal de choses. Beaucoup de personnes font pas mal de choses, mais il faut en fait connecter tous les points, relier tous les points avant les élections. Merci. Martin, voulez-vous faire un commentaire? Oui, merci. Je ne sais pas si les représentants hollandais sont encore là, mais je voudrais les remercier de leur efficacité que je viens de recevoir. Un message sur mon téléphone disant que j'ai reçu mon bulletin de vote. Je suis un citoyen hollandais mobile, je travaille en Italie, je suis domicilié au Portugal et on a des élections en novembre. Et aux Pays-Bas. Et puis, alors que j'étais en train de parler, je me suis dit, ah tiens, j'ai senti mon téléphone vibrer et je me suis dit, tiens, voilà, je viens de recevoir mon bulletin de vote. Et le représentant de Malte a bien montré qu'il y a beaucoup de bons exemples, de bonnes pratiques d'inscription, d'enregistrement anticipé. Et en ce qui concerne l'utilisation des technologies, il y a quelque chose qui est très important, c'est le côté pratique. Madame Bischoff a mentionné l'idée de laisser cela au système de sécurité sociale. Et tout à fait d'accord. C'est important d'expliquer, de montrer aux citoyens européens quel est l'avantage de l'intégration européenne, même si parfois il y a des défis, des difficultés. Parfois l'Union européenne est victime de son succès. Parce que ça veut dire surmonter les obstacles à la libre circulation. Et moins il y a d'obstacles, moins on se rend compte à quel point on a besoin de l'Union européenne, parce qu'on oublie que ces obstacles étaient là. Donc c'est un peu une question philosophique aussi qui se pose d'une certaine manière. Donc il y a encore pas mal de choses pratiques, d'étapes pratiques par lesquelles passer pour renforcer la participation. Je me suis inscrit pour participer aux élections hollandaises en tant que citoyen vivant à l'étranger. Et voilà, et ça marche. C'est pas toujours le cas. Donc, comme je l'ai déjà dit, il y a déjà pas mal de possibilités permettant de voter depuis l'étranger, mais ce n'est pas le cas dans tous les États membres. Et ça, c'est problématique. Et j'ai beaucoup aimé cette idée mentionnée par le Parlement européen d'un électorat européen, tout simplement. Et donc, dans les parlements nationaux, les électeurs étrangers pourraient profiter d'une représentation ciblée, spécifique. Ça donnerait plus de visibilité à ces groupes mobiles, à ces citoyens mobiles. Alors, pour ce qui est de la technologie, oui, là, je suis tout à fait d'accord. Il faut que les technologies soient là pour nous aider. En tant que citoyen hollandais qui réside au Portugal, je reçois des notifications des autorités portugaises concernant mes revenus aux Pays-Bas, ce que je dois déclarer au Portugal. Donc, il y a pas mal d'échanges de données déjà en cours. Et on peut profiter de ces mécanismes d'échange pour faciliter les échanges d'informations sur les périodes électorales. Donc, ainsi, nous pouvons surmonter pas mal des obstacles que nous rencontrons encore aujourd'hui en matière d'échange de données d'informations. Merci. Alors, avant de conclure, je voudrais
tout particulièrement remercier Marie-Hélène Julien et l'équipe pour l'organisation de cet événement et tout particulièrement pour l'organisation de cette session que j'ai trouvée particulièrement riche et intéressante. Alors, il y a de l'espoir, je pense qu'on le voit tous, il y a vraiment de l'espoir. On peut espérer, et on a de quoi espérer effectivement une meilleure organisation des prochaines élections européennes. Quand on parlera des élections européennes proprement dites et non plus d'élections du Parlement européen, ça viendra vraiment, je crois, très intéressant également. Alors, il y a pas mal de choses, de messages qu'on peut le ramener chez soi. Tout d'abord, qu'il y a des règles en place, mais elles ne suffisent pas. En ce qui concerne les partis politiques, ce qui manque, c'est la connexion entre les partis politiques nationaux et européens. Ensuite, la question du citoyen qui doit pouvoir s'identifier à des partis nationaux au sein de la famille des partis politiques européennes. Et bien sûr, ça, c'est au Parlement d'en discuter, d'en débattre avec le Conseil, mais c'est un point très important également. Alors, la citoyenneté, la mobilité citoyenne ou la mobilité ou les citoyens mobiles, l'accessibilité à la participation pour les citoyens qui vivent dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Comprendre également quelles sont les raisons d'une faible participation. Et il faut également informer sur les craintes qu'ont les citoyens pendant les campagnes électorales. Il ne faut pas que ce soit biaisé par la désinformation. Donc, profitez des bonnes informations venant de médias libres. Et voilà, donc il y a pas mal de travail encore à faire, effectivement. Alors, je voudrais remercier les membres du panel pour ces discussions très enthousiasmantes. Merci beaucoup de vos questions et de votre participation. Et j'espère qu'on poursuivra ce débat. Oui, je vois que Marie-Hélène opine du chef, donc je pense que ce débat va se poursuivre. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons faire la pause déjeuner et nous reprenons à 13h30. On se revoit dans 1 heure.